nous avons maintenant un moment important, c'est que on a décidé de faire cette petite table ronde, non pas à la fin, mais au début, puisque tout ce colloque, c'était une réflexion pour l'avenir. Et nous avons le professeur Jean-Michel Magère, professeur au Collège de France, titulaire d'une chaire de sociologie, qui a bien voulu venir et nous écouter. Et peut-être que Pierre-Michel, vous pourriez faire un certain nombre de commentaires, de réflexions sur ce que vous avez entendu, votre propre travail, pour mettre un peu tout ce qu'on a raconté dans un contexte différent, qui est le vôtre, de votre réflexion. Et merci Alain, et merci à Alain et Jean-Jacques pour cette, je crois, cette double journée. Je n'ai pas pu assister à la deuxième, mais à la première, pardon, mais la deuxième était un festival de connaissances, et c'est le plaisir d'être le collègue de collègues extrêmement savants que de bénéficier de ces savoirs et d'être poussé à aller ailleurs soi-même comme chercheur et aussi comme passionné. Ce que j'ai vu de cette deuxième journée, puisque je ne parlerai que d'elle, c'est qu'on est passé en quelque sorte du mouvement en général à la connaissance hyperbolique du mouvement à travers la production sportive, la source, le mouvement étant la source et le résultat de la production sportive. Et ça, c'est une belle trajectoire. Le sport devient une sorte de loupe grossissante sur tout ce que nous voulons savoir pour produire davantage de ce qui peut-être est une hubris, mais aussi un jeu à bien des égards, et puis un défi humain classique et prométhéen. Voilà, désignez-moi une limite, je la transgresserai évidemment. C'est le principe de l'humanité. Parfois il faut s'en réjouir, parfois il faut se dire attention, où allons-nous, mais la connaissance des limites pousse à les dépasser. C'est comme ça. Et en fait, quand avec Alain on a parlé, je ne vais pas être très long, mais je lui avais mentionné mon intérêt pour le sport à travers une question que j'ai explorée dans mes cours, c'était la question du talent. Et j'ai retrouvé, je vais vous la citer rapidement parce qu'elle est intéressante, une citation d'un article de fond sur le talent, et elle dit « Le sport est unique, il englobe d'autres domaines et les dépasse. Cela s'explique principalement par le fait que les éléments physiques et moteurs de la performance et les contraintes liées au corps de l'athlète joue un rôle plus important que dans les modèles traditionnels de talent issus de la psychologie cognitive. » Et c'est là que ça devient amusant. Comme les échecs, il exige une prise de décision complexe, une reconnaissance des formes et une performance sous pression, mais il requiert régulièrement l'exécution de ces compétences alors qu'un adversaire s'efforce activement de s'opposer à cette exécution. Comme la musique, il exige la démonstration d'habileté motrice très complexe, mais elle implique aussi généralement d'exécuter ces mouvements tout en se déplaçant dans un environnement qui est, à des degrés divers, dynamique et imprévisible. En outre, les compétences perceptivo-cognitives et motrices complexes observées dans le sport se produisent avec des athlètes engagés activement dans une tromperie sophistiquée et souvent rapide pour perturber la performance de leurs adversaires. C'est tiré d'un article de Baker, Watty et Schorer. Voilà, cette introduction-là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, je me reconnais un petit peu parce que je fais un peu de vélo, mais je ne le fais pas de manière compétitive, mais j'ai reconnu dans beaucoup d'interventions de l'après-midi, notamment des éléments de tout ça, et notamment la relation entre le corps, le cerveau, l'environnement passif ou actif. Quand vous mettez tout ça en mouvement, évidemment, la simulation permet de contrôler un certain nombre de facteurs, mais à un moment ou à un autre, l'humain revient et joue avec le risque, avec l'incertitude, avec la probabilité, etc. etc. Et ça, évidemment, c'est une excellente nouvelle. Moi-même, cycliste, qu'est-ce que je suis? Un corps en mouvement, une machine probabiliste, j'essaie d'anticiper tout ce que je peux. Je me défie, je pratique du flush model à ma manière, je me compare à autrui, et je me construis des images mentales de mon déplacement dans l'espace avec ce qu'il faut de sécurité et de prise de risque, et j'engage et je récompense mon effort, notamment si je dépasse les vélos électriques, ça c'est très intéressant. Et puis voilà, donc les questions qui venaient à la fin, que j'ai beaucoup aimé ces exposés sur le sport l'après-midi, autant que je ne les compare pas, autant que le matin j'ai appris de manière fondamentale, mais à un moment je me suis dit, bon, si toutes ces connaissances sont mises en jeu, évidemment elles augmentent la performance,
Et là, je me dis, dans un environnement de compétition avec une pression à la performance, une pression à la réussite, est-ce que la connaissance relève du bien public ou reste encore un élément de secret dont disposent les équipes pour bénéficier d'un avantage comparatif par rapport à d'autres? Quand je me demande si Léo Marchand va avoir des médailles pour la France, pourquoi est-ce qu'il est allé s'entraîner aux États-Unis? Est-ce que là-bas on est plus performant sur tous les plans ou pas? Bref, c'est une vraie question. Et puis, au bout du compte, ce qui était assez fascinant aussi pour un sociologue, c'est évidemment l'action, l'interaction et le collectif, on en a parlé, mais aussi de savoir comment se construit la science du mouvement et du mouvement extrême, du mouvement de haute performance. Il y a le sportif individuel qui peut être bombardé d'informations, de connaissances, etc. Mais au bout du compte, il y a aussi, maintenant, on le sait, des coachs, des préparateurs physiques, des préparateurs psychologiques. On va voir des préparateurs neuronaux, certainement, etc. Et à un moment ou un autre, on verra probablement aussi de la modification en temps réel de la probabilité d'augmenter sa performance grâce à de plus en plus d'informations, jusqu'à ce que des règlements interdisent les choses, mais on l'a vu en vélo, etc. Et donc, on a une sorte de construction d'une entreprise de la performance sportive qui devient une enveloppe de possibilités dont on ne sait pas si on doit les augmenter, si on doit les limiter, et pour quel but exactement. Mais on ne peut pas empêcher la connaissance de se développer, on ne peut pas l'empêcher non plus d'être compétitive et d'être aussi, à un moment donné, un bien public. Donc tout ça, je l'ai appris à ce moment maintenant, et je trouve que, voilà, j'espère que le résultat de ce que nous avons appris, ce sera beaucoup de médailles d'or aux Jeux Olympiques bientôt. Voilà. Merci. Bien. Monsieur Patrick Roult, qui est donc le directeur du pôle haut niveau, voilà, de l'INSEP, vous pouvez nous dire un peu quelques réflexions et aussi peut-être quelques nouvelles de ce qui se passe Des nouvelles de ce qui se passe, eh bien, nous sommes affairés. Effectivement, ce qui nous arrive là, les Jeux Olympiques, nous occupe énormément. Et malheureusement, je n'ai pas pu participer au début de ce colloque auquel vous avez souhaité nous associer. Je voudrais vous en remercier. Je trouve votre enthousiasme toujours épatant, Monsieur Berthoz. Je tenais à vous le dire. Peut-être, et parce que vous nous l'avez suggéré, de faire un peu de prospective, ou en tout cas de penser les choses telles qu'elles vont avancer, et dire que finalement, par rapport au mouvement, nous, le monde du sport, et quand je dis nous, je m'inscris comme héritier des gens qui ont été avant moi, hein, je ne dis pas que c'est nous aujourd'hui qui l'avons fait, nous avons transformé le mouvement en geste. Et ça, c'est un moment assez intéressant parce que la marche, la course, nager, tirer, pousser, tout ça, nous avons transformé ça en geste pour pouvoir quoi? Pour pouvoir le mesurer, parce que, et on l'a vu encore cet après-midi, la notion de mesure dans le sport est extrêmement importante. Et donc, il y a eu ce passage-là, et aujourd'hui, les sportifs se préoccupent essentiellement de gestes. Au point qu'ils donnent leur nom à certains gestes, hein, le Schwenker en handball, l'Axel en patinage artistique ou autre. Les sportifs donnent leur nom à un certain nombre de gestes. Et il y a quelques années en arrière, je pensais que les sportifs allaient être les premiers à copyrighter des gestes. Il se trouve que non, ce ne sont pas les sportifs, mais c'est les gens qui font ces choses-là. Lorsqu'aujourd'hui, avec 2 doigts, vous augmentez une image sur votre écran de smartphone, en fait, vous faites gagner de l'argent à une société californienne de Cupertino qui a un symbole de pomme, parce que ce geste-là ne nous appartient plus. Il leur appartient à eux, et c'est eux qui gagnent de l'argent avec ce geste-là. Et ça, c'est pas anodin dans notre civilisation. Il y a un moment donné où le mouvement, qui nous est commun à tous, qui devient geste, et parfois devient style. On l'a dit tout à l'heure, les boxeurs sont capables de reconnaître le style sur une modélisation d'un sportif, alors qu'on ne reconnaît rien du corps du sportif. Le mouvement qui devient geste et qui devient style, eh bien, à un moment donné, on est capable aujourd'hui
de l'évaluer, de le mesurer, mais aussi de le monétiser. Et ça a entraîné beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, c'est la notion même de performance qui est interrogée par la société tout entière, et pas seulement par les gens du monde du sport. Et je crois que c'est extrêmement intéressant de se poser la question de qu'est-ce que c'est que la performance aujourd'hui, et de qu'est-ce qu'elle va devenir demain. Aujourd'hui, la performance, c'est énormément de moyens mis au service de très très peu de gens pour aller chercher des limites, les dépasser, des frontières parfois, les dépasser, et derrière, ils mettent beaucoup de médias et de moyens. Dans un monde où on voit bien que l'énergie, les moyens se restreignent, se pose la question de est-ce que ça fait toujours sens d'aller chercher cette performance ultime sur des choses qui ne servent objectivement pas à grand-chose, parce qu'effectivement, courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, ça ne sert pas forcément beaucoup à la survie de l'humanité à la surface de cette Terre. Et cette question-là, elle est une question qui, je pense, va nous percuter de plus en plus fort dans les années qui viennent. Et donc, quand on réfléchit à est-ce qu'on va aller plus loin, est-ce qu'un modèle comme celui du Usain Bolt va se développer, mais peut-être que finalement, la société, parce que les conditions pour notre survie collective à la surface de cette Terre vont nous imposer de ne plus dépenser des moyens totalement délirants pour la performance de très peu de gens, mais bien d'essayer d'être les plus solides collectivement pour perdurer, eh bien peut-être que ça deviendra socialement inacceptable, comme aujourd'hui, un certain nombre de gens disent que socialement, organiser les Jeux Olympiques devient inacceptable. Et nous, alors c'est mon métier, hein, donc moi si ça n'existe plus, j'ai plus de métier, mais nous, c'est une question qui nous percute aujourd'hui, et je pense qu'elle va nous percuter de plus en plus. Il y a un biologiste de l'INRA, je crois, et de l'École normale supérieure de Lyon, qui a écrit il n'y a pas très longtemps un petit livre qui s'appelle « Antidote au culte de la performance », et qui pose cette question-là. Alors, il ne parle pas de sport, hein, mais il pose cette question-là. Le culte de la performance, cette espèce d'obsession d'aller chercher toujours plus et plus loin, elle n'est peut-être pas soutenable. Et donc, collectivement, on va avoir à répondre à cette question-là tous ensemble, et pas que nous, les gens du monde du sport, parce que ce n'est probablement pas à nous, les gens du monde du sport, de répondre à ces questions-là. C'est probablement à la société tout entière de se poser ces questions-là. Et peut-être que, finalement, la notion de performance, elle va abandonner le geste pour revenir au mouvement. Et revenir au mouvement, c'est revenir au jeu originel, gratuit, sans rechercher systématiquement à dépasser l'autre, mais juste à prendre du plaisir avec l'autre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans l'évolution de notre société, là où l'expérience c'était de creuser pendant des années et des années pour acquérir de la compétence et de la connaissance sur certains sujets, au point de devenir éventuellement professeur du Collège de France, aujourd'hui, surfer à la surface des choses et mettre en relation des choses avec d'autres sans approfondir produit un sens qui construit les gens. On abandonne le geste qui demande de l'expérience, qui demande de l'approfondissement, qui demande un temps long au profit du mouvement qui surfe à la surface des choses et qui va d'un endroit à un autre très rapidement. Et c'est en train de se passer à cause de ces choses-là, et c'est en train de nous percuter parce que notre système planétaire fait que l'énergie est moins importante et de plus en plus coûteuse. Les moyens doivent peut-être être repensés dans leur utilisation. Et ça, pour nous, qui travaillons sur la très haute performance au quotidien et qui espérons faire beaucoup de médailles, c'est quelque chose qui nous percute d'une façon extrêmement forte. Et je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si ça sera dans 50, dans 100 ans ou dans 150 ans. À ce moment-là, je ne serai plus là, moi, mais probablement vous non plus. Enfin, je pense. Mais c'est quelque chose auquel nous devons réfléchir collectivement, et je pense que ce n'est pas à nous, gens du monde du sport, de décider de ce que ça doit être.
Oui, bonsoir. Je vais pas rebondir sur ce qui a été dit parce que ça pourrait durer finalement très longtemps. Juste quelques remarques ou quelques observations, suggestions par rapport à ces deux journées. La première chose qui me vient à l'idée, c'est vraiment, je crois, l'importance. En tout cas, j'étais convaincu, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tout de suite, je dirais, adhéré à l'organisation de ce colloque, c'est le décloisonnement entre les disciplines. On est vraiment dans quelque chose là qui, je veux dire, on est parti quand même hier il y a 30 millions d'années, voire plus, et on est arrivé aujourd'hui à quelque chose qui va se produire dans 15 jours. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un panel qui est exceptionnel et qui en même temps montre bien que finalement, tout ça n'est pas complètement découpé, n'est pas complètement, je dirais, indirectement non lié. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que alors, c'était évident pendant ces 2 jours, mais il me semble que c'est très important de se rendre compte finalement que le mouvement humain en particulier, il est finalement au centre de notre vie, de nos comportements, de nos interactions. Alors quand je dis le mouvement, c'est aussi la posture. On a parlé du mouvement sportif, on a parlé du mouvement des hommes préhistoriques, mais même nous, on fait des mouvements quand on parle, etc. Quand on accompagne, je fais exprès à ce moment notre propos avec des gestes. Et donc je crois que vraiment, cette dimension du mouvement, elle permet à la fois d'éclairer le monde et de mieux le comprendre. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais retenir. La troisième, c'est qu'il y a eu on a parlé de beaucoup de choses. Il y a eu une foison de travaux qui ont été présentés et il y a aussi beaucoup de choses qui ont été complètement laissées de côté. Alors, ce n'est pas un reproche, mais si je regarde par exemple simplement autour des problématiques liées au cerveau, on a à peine évoqué la dimension des émotions, la dimension des interactions psychosociales qui peuvent complètement mettre par terre la performance, le problème de la motivation, de l'attention, de la gestion du stress, etc., qui sont des petits grains de sable qui à un moment donné peuvent faire en sorte que tout ce dont on a parlé aujourd'hui va complètement capoter. Donc tout ça pour dire que je crois qu'il y a d'autres dimensions qu'il faut travailler et donc finalement il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de choses et de colloques finalement qui pourraient être organisés en ce sens. La quatrième remarque que je voudrais faire, c'est qu'on a beaucoup parlé de performance, mais finalement cette performance, on pourrait aussi l'appliquer au milieu de la santé. Je pense dans le domaine du handicap, qui suppose des transformations, des adaptations à des nouveaux, par exemple à une prothèse, qui suppose de s'adapter à des difficultés, des déficiences visuelles, auditives, à tout ce que l'on peut imaginer. Et là aussi, c'est une performance. Et on a exactement les mêmes problématiques. Et quand on parle, alors on a évoqué de manière très rapide la notion de rééducation, mais je crois ça mériterait qu'elle soit approfondie. Et puis, si on regarde aussi ce qui se passe dans le milieu du travail, avec tous les mouvements des artisans, avec tout un ensemble de mouvements par ailleurs qu'on est en train de perdre, et qui, parce que tout simplement aujourd'hui, il n'y a plus de menuisiers excellents ou de tailleurs de pierre, etc. On l'a bien vu avec la problématique de la reconstruction de Notre-Dame, où finalement, il y a des métiers qui sont revenus et ont été remis à l'honneur. Et je crois que là, il y a aussi toute une dimension de performance qui est pour moi, qui relève exactement de la même problématique que la performance sportive. C'est la même chose dans le domaine de la musique, c'est la même chose dans le domaine du théâtre, du cirque, de la danse, etc. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Et puis, le dernier point, c'est que je crois que tout ça, on l'a vu aussi un petit peu, mais peut-être pas forcément de manière très explicite, c'est finalement la notion de recherche translationnelle, c'est-à-dire finalement aller du fondamental jusqu'à l'appliquer. Et je crois qu'il faut vraiment se placer dans cette perspective parce que chacune de ces dimensions peut contribuer à la compréhension générale du système. Merci beaucoup. Moi, je vais juste vous dire une anecdote. Quand j'étais jeune, j'ai été sur un pinardier. J'étais pilotin d'un pinardier, un navire qui partait de Bretagne et qui allait chercher du vin en Grèce. Et j'ai eu l'occasion de visiter ce que nos amis paléontologues nous ont montré hier, c'est Olympie. Et je me suis trouvé, j'avais 20 ans, sur ce stade dont on nous a montré des images. Et dans une baraque, à Olympie, il y avait l'Hermès de Praxitèle.
la statue de l'Hermès, qui maintenant, je crois, a été emmenée dans des musées. C'est-à-dire que j'ai eu et j'ai encore le sentiment extraordinaire du lien entre ce que ces athlètes devaient faire et une certaine notion de ce qu'est la beauté du geste. La beauté. Et effectivement, j'y ai repensé hier en écoutant nos amis paléontologues, puisque cette double journée a été l'occasion justement de revenir en arrière. J'ai eu cette impression, et effectivement, nous n'avons pas parlé de l'émotion, ça on l'a dit, mais en écoutant à la fois Pierre-Michel Mager et aussi Patrick Roult maintenant, j'ai repensé aussi au concept de Wu Wei, que j'ai eu l'occasion de discuter ici dans les murs de cette maison avec notre collègue de la chaire de littérature chinoise, d'histoire de la Chine, Han Cheng, ce concept de Wu Wei, qui est un concept fondamental de la pensée chinoise, qui est l'action sans effort, effortless action. C'est-à-dire justement ce geste dont vous avez parlé, c'est-à-dire le fait que le mouvement rejoint une forme de ce que j'ai appelé, moi, dans mon exposé, l'élégance, l'esthétique, et il faudra aussi, effectivement, qu'on retrouve ce qui est ce qu'on ressent. On ressent quand on voit les athlètes, on va le ressentir cet été, qui est une certaine recherche par l'intermédiaire du geste, et pas, comme disaient les gens au Moyen-Âge, la gesticulation. Hein, en latin, il y avait gesticulation et gestus, le geste qui est narratif aussi, qui raconte une histoire. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que ces deux journées nous ont aussi, effectivement, incité peut-être à nous retrouver un jour autour de ces nouvelles dimensions dont on n'a pas pu parler, mais qui nous ont été évoquées. Merci beaucoup. Et je voudrais terminer en remerciant d'abord ceux qui ont participé, qui sont venus, les orateurs, la régie, ils sont cachés là-haut. Nos amis, parce que vous avez vu que dans cette maison, on a une chance extraordinaire d'être aidés. Et Jean-Jacques Hublin, mon cher collègue et confrère d'ailleurs, et confrère, puisqu'il a été récemment élu à l'Académie des sciences, de l'extraordinaire gentillesse et générosité avec laquelle il a bien voulu nous accueillir dans le cadre de la chaire de la conférence annuelle de sa chaire. Merci. Merci Alain. Bien, moi, je voudrais commencer par les remerciements. Remerciements à tous les, les participants, les orateurs qui ont donné des présentations qui étaient vraiment passionnantes pendant ces 2 jours. Le public, qui a été un public très, actif, interactif. Et c'est pas toujours le cas. C'était vraiment très, très intéressant. Alors, on vous l'a dit, je ne suis malheureusement qu'un paléoanthropologue. Mais ça me donne en même temps la possibilité de contempler toutes ces questions que nous avons agitées depuis 2 jours dans la perspective du temps profond. Alors ça a été dit et répété par bien d'autres que moi, mais en biologie, rien ne fait de sens si ça n'est pas regardé à la lumière de l'évolution. Et je pense que en tout cas, ce que je retiens de ces 2 journées, c'est qu'il faut peut-être regarder le sport, la performance, la compétition à la lumière de l'évolution. Et c'est pour ça, je crois, que tout ce que nous avons examiné ces 2 jours, dans le fond, se complète admirablement, parce que vous avez bien compris que ce qui est aujourd'hui de l'ordre du jeu, de la compétition sportive, de l'activité physique pour se maintenir en bonne santé, en fait, ça s'enracine dans des adaptations
très ancienne d'un primate très particulier, qui est un primate prédateur. Et ce primate prédateur, eh bien, pour assurer sa survie, il a fallu qu'il apprenne à courir très longtemps en transpirant pour attraper d'autres animaux. Il a fallu qu'il apprenne à lancer des armes pour les capturer, pour les tuer. Et donc toutes ces choses dont on parle dans le sport, en fait, sont des éléments qui ont été absolument indispensables à la survie de nos ancêtres. Et vous voyez bien que nos préoccupations en tant que paléoanthropologues et même nos méthodes rejoignent beaucoup des méthodes qui sont utilisées par les gens qui s'intéressent à l'analyse du mouvement, à l'analyse du sport. On vous a expliqué que nous aussi, on regarde ce qui se passe dans l'oreille interne pour essayer de comprendre comment nos prédécesseurs ont pu se déplacer, naviguer dans leur environnement. Nous essayons de recueillir des données empiriques sur la reconstitution biomécanique donc des activités passées. On essaie de trouver des indices squelettiques. On s'intéresse aux traumas qui sont liés à des mouvements répétitifs, qui sont parfois des mouvements mal contrôlés. Et là aussi, vous avez bien vu qu'il y a une interface avec la médecine du sport. Il y a un aspect qui est un aspect très important, je pense, qui vraiment relie toutes ces préoccupations, c'est tout ce qui est de l'ordre de la modélisation. Et évidemment, comme nous n'avons pas sous la main d'hommes de Néandertal avec qui nous pourrions faire des expériences, ou d'Australopithèque, et on est très content d'avoir des moyens de modéliser tout ça. Et de façon plus globale, vous avez vu aussi qu'on se pose beaucoup de problèmes sur des questions d'énergie en particulier, et qui est quelque chose d'absolument central dans l'évolution des êtres vivants. Ça a été dit, et je veux le répéter parce que c'est quelque chose de très important. La vie, c'est avant tout extraire de l'énergie de l'environnement et allouer cette énergie à la croissance, à la maintenance et puis à la reproduction. Et donc, je voudrais finir justement avec la reproduction pour vous dire que de mon point de vue, la performance et la compétition ont encore de beaux jours devant elles. Et pourquoi ? Eh bien parce que, dans le fond, les hominines anciens, même des sapiens chasseurs-collecteurs récents, eh bien, ils sont engagés quand même dans une sorte de confrontation à leur environnement, pour extraire de l'énergie, pour transmettre leurs gènes à leur descendance. Et le succès reproductif des individus, eh bien, il repose sur alors, quelque chose qui est aujourd'hui politiquement incorrect, mais qui est l'inégalité naturelle entre les individus. Et c'est cette inégalité naturelle qui a fait que notre espèce et les espèces qui nous ont précédés ont évolué. Parce que s'il y avait une égalité totale entre les individus, la sélection naturelle n'agirait en aucune façon, et il se trouve qu'elle a agi, d'ailleurs pas seulement sur les performances physiques, mais aussi sur le cerveau, ce qui ouvre une boîte de Pandore encore pire que la précédente. Mais donc tout ça a été soumis à la sélection naturelle et à l'évolution. Et donc, je pense que ce mouvement vers la compétition, vers la performance, c'est quelque chose qui est présent dans tous les hommes depuis très longtemps et qui sera encore présent encore très longtemps. Voilà, merci.